Pendant un certain temps, j'ai pas eu accès à l'école et ça me manquait beaucoup. J'occupais mon temps sur les chemins de fer et je fabriquais des robots en fait, avec des pièces de chemin de fer pendant que les autres étaient à l'école. Mais c'était un ennui profond, mais je m'évadais par l'imagination. Euh, J'avais réussi aussi à rentrer dans une bibliothèque où ils avaient oublié de fermer la porte et j'ai découvert Corto Maltese comme ça. J'avais découvert des... Enfin voilà, mais je n'avais pas accès à l'école, ce qui fait que quand je suis arrivé ici, l'école, j'ai pris. Alors quand je suis arrivé en CM1, Madame Desjardins, j'étais dans un groupe d'enfants très compliqué, qui s'avérera après au collège d'Unisora la fameuse 5e E, etc., 4e E. Enfin bref, c'était une sacrée équipe. Et pour me préserver, en fait, ils avaient préféré me faire sauter une classe, même si c'était pas, en fait, à l'époque, un problème de compétence ou de capacité, c'était vraiment un problème où j'étais immergé dans un groupe où c'était vraiment très difficile, très compliqué. Mais voilà. Mais oui, c'était bien. Le collège de Nice-Sora, c'était très bien. Puis après, je suis allé au lycée Camille Claudel, en fait, à Fourny. Là, ça a été un peu plus compliqué. Oui. Je suis rentré dans une période de ma vie où ça a été un peu plus difficile. L'adolescence. Bah oui, l'adolescence. Je ne sais pas si c'est l'adolescence ou si c'est... quand je suis arrivé au foyer des Rouets, vous savez, la question de l'accueil et la question de comment on vous reçoit. C'est Cocteau qui dit non pas un regard qui dévisage, mais un regard qui envisage, c'est la manière dont on vous envisage. Et peut-être c'est moi qui l'ai mal perçu, mais j'ai pas eu le sentiment d'être envisagé, comme je m'étais senti envisagé ici. Et à partir de là, ça a commencé à être un peu plus compliqué. Puis c'est vrai que je suis rentré dans un moment où moi je me posais aussi beaucoup de questions par rapport à voilà, le rejet de mon père, que je vivais difficilement, j'avais beaucoup de colère en fait, et puis la colère elle s'est sédimentée, et puis comme j'avais pas la maturité nécessaire, ça a débordé un peu partout. Est-ce qu'on se sent quand on est placé porteur d'une étiquette? Ah bah oui. Hein, parce que c'est l'impression que moi j'ai eue quand j'ai travaillé ici, hein, et donc les enfants me disaient de toute façon, moi je suis de la UDA quoi. C'est ça. Ouais, vous étiez de la UDA, vous étiez un cas social, vous étiez un handicapé social, vous étiez un inadapté social. Et puis un jour, quand vous grandissez, on vous dit que vous êtes résilient, c'est-à-dire une espèce d'extraterrestre ou d'intraterrestre, de quelque chose que vous ne comprenez pas. Mais oui, les étiquettes, elles valsaient. Et puis, les enfants à l'extérieur, ils n'étaient pas tendres avec nous. Au collège, par exemple, même à l'école primaire, c'était pas tendre. Parce que effectivement, et puis les questions que font vos parents, c'est compliqué de répondre. Quand il y avait un souci, les parents étaient présents, les éducateurs faisaient ce qu'ils pouvaient, ils étaient présents, mais pas de la même manière. Et puis, à l'époque, comme on s'habillait à l'intérieur, et que parfois ça faisait un peu, on avait un peu parfois tous un peu ça faisait un peu les mêmes habits, ça aussi ça renforçait un petit peu le côté à part. Mais moi ça m'a beaucoup aidé, ça, c'est pour finir, ça m'a beaucoup aidé. J'ai toujours tenu à, même encore aujourd'hui, je suis opposé à toute forme de dogmatisme et j'ai un support de mettre des étiquettes, mais je ne veux pas qu'on mette d'étiquettes, quoi, parce que c'est très réducteur, en fait, au fond. Parce que il y avait même des enfants qui me disaient, je me souviens, ça m'avait marqué, ils me disaient, mais vu que tu pars en vacances tout le temps, là, en juillet, août, vu que tu vas au ski, vu que tu fais ça, vu que tu fais ça, moi j'aimerais bien être placé, parfois. Voilà, vous voyez, ce genre de réflexion. Et il y a des enfants qui ne sont pas heureux du tout, qui ne vivent pas toutes ces expériences dans leur famille. Bien évidemment. Mais... donc, ils sont très déshérités, quelquefois ils ne sont pas aimés non plus de leur famille, ils ne sont pas bien nourris. Ici, quand même... Ah, mais nous, on avait de la chance. Hein. Oui. Moi, j'ai fait partie de ceux, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça a pu fonctionner pour moi par la suite, c'est que, je vous assure, je ne regrette pas. Hein. Je mesure la chance que j'ai eue d'être là où j'étais. Quand je voyais, du contexte dans lequel le juge des enfants à l'époque de Montpellier me retire de ma famille, j'ai passé 2 mois et demi à l'hôpital pour réparer ne serait-ce que des blessures physiques et psychiques à un minimum, parce que j'étais un enfant ce qu'on appelait séquestré. Donc à partir de là, j'ai toujours mesuré la chance que j'ai eue. Après, ce qui était complexe, c'est comment se mouvoir dans un monde comme celui-là. Voilà, comment on fait sa place, comment on trouve sa légitimité, voilà. Mais effectivement, on a été soutenu, on a été protégé. Au niveau de la parole, vous avez pu dire
enfant, toute la souffrance que vous portiez, ou bien c'était pas dit à l'époque? C'était pas... Parce que maintenant, il y a des suivis thérapeutiques, il y a des psychologues, il y a des psychomotriciennes qui aident quand on n'a pas la parole par le mouvement, le corps. Vous ne pouviez pas à l'époque? C'est pas qu'on ne pouvait pas, c'est que les éducateurs, on était dans une époque où, je pense que c'est Bourdieu qui dit que pour fondre un individu dans un collectif, il faut savoir l'atomiser en tant que personne. Et je pense qu'ils étaient surtout soucieux du groupe, de la cohésion du groupe et de la cohésion du groupe, et ils n'avaient pas tant que ça à consacrer à nos petites blessures et fêlures individuelles. Ils le faisaient, hein, mais de manière beaucoup plus... C'était toujours dans le collectif, en fait, dans le collectif. Après, ce qui a pu se passer ici, oui, ça n'a pas toujours été simple à exprimer, en tout cas à l'époque, parce que... il y avait aussi une vision que l'adulte, c'était la personne référente, centrale. Et or, on a connu quand même au château de Léda des adultes qui étaient complètement dysfonctionnants aussi, malgré tout. C'est une réalité. Voilà, on a connu des êtres... Enfin, il y a eu des gens incroyables ici dans cette maison. Enfin, en tout cas, moi, de mon époque, des gens incroyables et très inspirants. Et je vois, de toute façon, quand je suis revenu, j'ai eu la chance par Eric et par Logan de pouvoir revenir et de rééchanger sur tout ça. Je vois que ça inspire, mais il y a eu aussi, voilà quoi, et c'était pas toujours simple de pouvoir exprimer le fait qu'on était en souffrance par rapport à ces personnes-là. Voilà, il y avait encore une vision que l'éducateur était au-dessus. Voilà. Mais après, sur la souffrance, il y avait Daniel Soupline qui était un psychologue qui était présent, mais généralement on faisait beaucoup de tests. Moi j'ai passé beaucoup de tests, j'ai eu le sentiment de vivre beaucoup de tests. C'est vrai? Vous avez connu M. Warocki? Non, ça me dit quelque chose. C'était un psychologue scolaire qui venait tester les enfants aussi. Donc, peut-être. Je me souviens surtout de Daniel Soupline, parce que tous les mercredis après-midi, pendant que j'étais en train de jouer au foot ou pendant que j'étais en train de jouer au hand, et où c'était le centre de ma vie, on m'appelait en me disant il faut que tu ailles voir M. Soupline. Non, il n'a pas envie. Et je m'installais, et puis il fallait que je fasse des chronomètres, des cubes, des ci, des ça, mais assez régulièrement. Après, suite à mon suivi, là, il y a 6-7 ans, j'ai été détecté au centre au potentiel qui se trouve à Villeneuve-d'Ascq, qui est le seul centre sur les Hauts-de-France. Là. Moi, je me suis dit, tiens, c'est peut-être pour ça que j'ai passé des tests. Je sais pas. Mais j'en ai fait beaucoup. Alors, dans les personnes que vous avez connues, il y en a une que vous avez bien connue, qui a fait un peu tous les postes ici. Et je ne sais pas si vous voyez de qui je veux parler. Je vous parle de Mademoiselle Ferry, Mademoiselle Eliane. Ah oui, Mademoiselle Eliane, oui. Alors, oui. Non, Mademoiselle Eliane, c'était quelqu'un aussi. Oui, c'était quelqu'un. C'est marrant parce qu'il y avait M. Boudin. En fait, je pense que ça faisait un peu symboliquement un couple sans être un couple. Parce que, dans la symbolique, parce qu'il y avait le père et il y avait la mère, en fait, d'une certaine manière. Parce que M. Boudin était là, vraiment père symbolique, patriarche. C'est patriarche, je trouve. Et Mademoiselle Eliane, dans son domaine, elle était maître. Oui, je me souviens de Mademoiselle Eliane. Oui, parce qu'elle a été monitrice. Là, vous ne l'avez pas connue monitrice. Non, moi, je ne l'ai pas connue monitrice. Ensuite, elle a été plutôt dans chargée de l'économat, et puis du matériel, et puis ensuite pour diriger les femmes de ménage. Et donc, elle s'occupait beaucoup des enfants aussi, au niveau gestion. Quoi. Moi, je l'ai connue à l'économat, quand elle était déjà à l'économat. Avec le magasin. C'était un endroit sans magasin, un endroit incroyable, avec cet immense comptoir. Et c'est toute cette réserve qu'elle nous a... Moi, j'ai eu la chance de découvrir un jour, parce que je connaissais l'arrière du... Comment on appelle ça? L'arrière du comptoir, qui était un grand comptoir. Enfin, enfant, en tout cas, moi, ça me paraissait un comptoir immense. Mais en fait, il y avait sa réserve, en fait. Et un jour, il nous a fait entrer dans sa réserve. Puis il y avait le costumier, il s'occupait des costumes du théâtre. C'est ça. C'était incroyable, c'est un lieu incroyable. C'était un lieu incroyable. Et tout le décorum d'aller avec son panier, d'arriver, d'avoir de nouvelles choses, de négocier, tenter de négocier avec Mademoiselle Eliane. Quand il y avait du feeling, elle était en capacité
de parfois faire des petits cadeaux, des jolies choses qu'elle sortait comme ça en disant j'en ai pas beaucoup mais je vais t'en donner un, machin, etc. Mais alors même si parfois c'était pas toujours en correspondance peut-être avec nos âges ou peut-être nos styles ou nos goûts qu'on aurait aimé peut-être développer, ce qu'on a fait par la suite quand on a pu aller acheter nos habits à l'extérieur, en attendant on était toujours habillés, quoi. C'est toujours pareil, quoi. On avait la chance d'être habillés d'habits, enfin on n'a jamais voilà, on n'est jamais parti dépenailler, dégueniller ou quoi que ce soit, quoi. Alors, de votre itinéraire ici, du chemin parcouru, vous avez continué après, à la sortie. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez choisi de faire? Eh bien, j'ai choisi de devenir éducateur. Bon. Là, j'ai commencé très vite, en fait, très vite, quand j'ai quitté en fait, les foyers déroués. Je suis parti vivre sur l'île et en fait, j'ai obtenu un premier poste. En fait, je me suis occupé de personnes usagères de drogue par voie intraveineuse, en fait. Et j'ai eu mon premier poste. En fait, j'étais ce qu'on appelait éducateur pré-stagiaire. J'avais pas encore fait la formation parce que je voulais d'abord vérifier si la posture que j'avais eue en tant qu'enfant placé, ça allait pas venir perturber ce que je voulais devenir en tant que professionnel, parce que je voulais vraiment faire une profession. Je voulais vraiment faire un métier. À l'époque? Quand j'ai commencé, j'avais 19 ans. Donc vous êtes parti à 19 ans? Je suis parti, j'ai quitté à 18 ans, pile poil, le foyer déroué, un peu en difficulté. Ça s'est pas très bien passé mon départ. J'ai fait ce qu'on appelle partie des sorties sèches. Mais je crois que j'avais besoin de couper le cordon de manière peut-être... C'est aussi moi aujourd'hui. À l'époque, je ne l'avais pas analysé comme ça. Je pensais qu'on m'avait mis dehors. Mais je pense que c'était peut-être aussi moi qui avais besoin à un moment donné peut-être de couper le cordon de manière peut-être un peu brutale. Et en fait, j'ai 18 ans, je me suis retrouvé sans rien. J'ai eu une toute petite période d'errance qui n'a pas été facile à gérer. Et puis après, je me suis remobilisé. Je suis parti sur l'île. Et là, j'ai eu un petit appartement. Puis j'ai commencé à travailler. Toujours avec un suivi éducatif derrière? Non, j'avais tout seul. Ah oui, tout seul, non, j'avais plus rien. Non, j'avais plus rien du tout. Je bénéficiais de plus rien du tout. Ouais. Non. Et donc je suis parti. Puis après, voilà, j'ai travaillé en tant qu'éducateur pré-stagiaire. Et puis après, quelques temps plus tard, quand j'étais en maison d'enfants à caractère social, le directeur m'a dit mais Johnny, il serait peut-être bien que tu fasses la formation. Je lui dis tu penses, je suis pas sûr, enfin etc. Je me sentais pas légitime. Et puis pour finir, j'ai fait la formation. J'ai obtenu le diplôme d'État. Et puis après, j'ai continué à travailler. Puis après, j'ai évolué dans les prises de fonction, voilà, jusqu'à il y a encore 3 ans où j'avais plusieurs établissements sous ma responsabilité. Et puis après, j'ai décidé de faire autre chose. J'avais envie de transmettre. Toujours la MEX, alors? Non, j'ai fait beaucoup. J'ai travaillé en ITEP, en Institut thérapeutique éducatif pédagogique, j'étais chef de service. Quand là, je dirais des établissements, j'avais un PFS, j'avais un service d'évaluation, un service d'accueil de jour. Je gérais un restaurant aussi pédagogique, mais qui accueillait des clients d'extérieur, donc un vrai restaurant. Donc j'ai fait une formation de restaurateur, enfin, etc. Voilà, et puis j'avais 5 chefs de service sous ma responsabilité à la fin. Mais l'aspect gestion me plaît, enfin, ce qui m'intéressait surtout, c'était l'aventure humaine, le projet et l'aventure humaine. Et je commençais à arriver à un moment donné où on me disait bon, Johnny, il va vraiment falloir accepter de quitter ça et d'être vraiment purement dans des espaces gestionnaires. Et ça, c'était pas. Pour moi, ça me plaisait moins. Ah oui. Oui, ça me plaisait moins. Oui, ça me plaisait moins. En tout cas, à ce moment-là, ça me plaisait moins. Et puis, j'ai eu l'opportunité de pouvoir intégrer une association là, pour être formateur consultant. Puis, c'était très bien. C'est très bien. Ça m'a permis de... Donc, dans le domaine de la prévention? Alors, dans le domaine de la prévention, mais pas que. En fait, aujourd'hui, j'interviens dans tout ce qui est le domaine de la protection de l'enfance. En fait. Je suis formateur consultant, donc je prodigue des formations, mais je fais aussi de l'accompagnement sur tout ce qui est groupe d'analyse des pratiques, supervision. Projet associatif, projet d'établissement. J'interviens, je fais de la guidance. Je fais des formations sur tout ce qui tourne autour de l'adolescence, les violences, les radicalités sociales, travail de rue, enfin vraiment beaucoup de choses, la souffrance au travail, enfin, beaucoup de choses. Et puis à côté de ça, j'ai aussi un rôle au niveau, je suis représentant au niveau international des travailleurs de rue et des travailleurs en réduction des risques en maraude, en fait, pour une ONG qui s'appelle Dynamo International. Qui s'appelle comment? Dynamo International. Dynamo International. Voilà.
Et l'association dont vous dépendez, c'est la PSN. Non, c'est la PSN, c'est l'association de prévention spécialisée nationale, en fait. D'accord. Voilà. Voilà. Et donc, en fait, voilà. Donc, en fait, je voyage un peu partout en France, et puis je voyage aussi maintenant pas mal à l'étranger, voilà, où j'ai un devoir de représentation, voilà. Ouais, c'est super, c'est intéressant. L'année dernière, j'ai siégé à la Commission européenne, c'était intéressant. On a fait des préconisations, en fait, sur la question du travail social, et notamment la spécificité de ce métier, quoi. Très humaniste, altruiste et surtout créateur de liens, dans une époque où on se disjoint. Et comme disent les Québécois, il faut apprendre à se rejoindre. Et on fait partie de ces personnes qui travaillent sur la manière dont les gens peuvent se rejoindre par la relation, par la rencontre, comment on peut se rejoindre, en fait. Alors on peut partir de la LUDA et arriver à aller un peu comme ambassadeur dans le monde. J'en parle souvent de la LUDA. Oui. Ouais, même là, j'en parle, oui, même à l'extérieur, j'en parle beaucoup. Ouais. Oui, j'en parle en disant aux gens, c'est un endroit, il faut voir pour croire comment c'est impressionnant. C'est un endroit impressionnant, c'est pas des endroits comme ça, il n'y en a pas 15 000. Et il a son identité propre, quoi, et c'est important, oui, j'en parle souvent. Ouais. Bah, de toute façon, si je suis éducateur, enfin, même si aujourd'hui je fais ça, c'est en grande partie parce que ici j'ai construit ça. Hein. C'est là où les bases se sont construites. Hein. Après, il y a certainement aussi un peu de tout ce que j'ai aimé moi, bien évidemment, parce que j'ai beaucoup travaillé après. Parce que pendant un moment, j'ai perdu un peu de fil, mais après, j'ai beaucoup. Aujourd'hui, je travaille beaucoup pour parfaire tout ça. Donc, jamais penser arrêter. Et donc, c'est toujours la volonté. Mais c'est ce que j'ai appris ici, l'adaptation. Ici, j'ai appris à m'adapter quotidiennement. J'ai rencontré tout un tas de personnes différentes. Et donc, c'est comment on doit s'adapter entre jeunes, mais avec les adultes, et puis au fonctionnement. Et en fait, ça vous donne une capacité ensuite. Moi, j'ai une souplesse. Je change depuis tous les 3-5 ans, je change de travail. Et j'essaye toujours de me mettre un peu en challenge, en difficulté. Parce que, par exemple, quand on m'a appelé il y a 3 ans pour faire formateur consultant, à la base, j'avais pas le métier de l'ingénierie. Maintenant, je l'ai, mais il a fallu que j'aille le chercher. Mais le fait, par exemple, d'avoir vécu dans des endroits comme le Château d'Aïda, ça vous donne cette capacité à aller explorer, à oser faire, parce que vous savez que vous arriverez à vous adapter. Parce que ici, ça a été une très grande école de l'adaptation, et ça, c'était important. Et puis après, mon métier, le corpus du métier, j'ai eu la chance d'aller piocher chez l'un, un peu chez l'autre, un peu ça. En fait, j'ai fait mon marché, en fait. J'ai construit ma boîte à outils, puis en fait, après, j'ai dit, bon, tiens, qu'est-ce que je peux prendre de Claudine, qu'est-ce que je peux prendre de Daniel, qu'est-ce que je peux prendre même d'un monsieur comme monsieur Boudard, qui a toujours cette stature, un peu comme ça. Voilà, qu'est-ce que je peux prendre de tous ces gens pour pouvoir, moi, construire après mon propre truc. Donc venir à l'AIDA, c'est un bon investissement. Écoutez, pour moi, après, il y en a peut-être qui diront, mais oui, moi ça l'a été. Alors encore une fois, après, tout en n'oubliant pas que, parce que souvent c'est un peu comme quand on dit la résilience, par exemple, on parle beaucoup de résilience, mais ce qu'on oublie dans la résilience, c'est le prix qu'il faut payer pour être résilient. Et on a déjà eu cet échange ensemble, hein, mais je pense qu'il y a un prix à la résilience. Et les gens ne connaissent pas toujours le prix qu'on a payé. Oui. Et il y a un prix quand même. Et il faut juste, quand les gens parlent de résilience, il faut juste qu'ils aient la précaution de se dire, mais il a payé cher quand même pour en arriver, ou elle a payé cher quand même pour en arriver. Elle a fait du chemin pour ça. Elle a fait du chemin pour ça. Et c'est parfois peut-être même presque plus intéressant de regarder ce chemin que juste de dire, c'est l'histoire de l'étiquette tout à l'heure, il y a résilience. Pour moi, hein, c'est un mot que j'aime beaucoup. Hein. C'est vrai que Boris Cyrulnik, quand j'avais lu Un merveilleux malheur, ça avait été très éclairant parce que j'étais à un moment donné où j'avais besoin d'inspiration et surtout de croire, parce qu'on a toujours un peu cette étiquette d'être maudit, on a tellement été berné et bercé par le fait, non pas au sein de la UDA même, mais à l'extérieur, de dire bon, vous êtes de la UDA. Je me rappelle que la première petite amie que j'avais eue sur Fourmi, son papa était journaliste et sa maman elle avait un poste important. Elle lui a dit Isabelle, de toute façon, tu quittes ce jeune homme parce qu'un enfant battu battra ses enfants. On était quand même dans des fonctionnements déterministes tels que c'était voilà. Et pouvoir apprendre et montrer que en fait mais il y a un prix à lutter contre ces déterminismes-là.
C'est-à-dire qu'on doit toujours en faire, et ça aussi, on doit toujours en faire un peu plus que les autres. Et c'est peut-être parfois un peu quelque chose de complexe, mais en même temps, aujourd'hui, avec l'âge, moi je le prends comme un vrai cadeau, parce que peut-être que j'en serais pas arrivé là si j'avais pas dû en faire un peu plus que les autres. Et c'est ça aussi que ça m'a appris aussi d'être ici. Moi, je crois. Alors, comment nous, en France, on se situe par rapport à tous ces pays où vous allez par rapport aux enfants, par rapport aux accompagnements qu'est-ce que vous pourriez dire, je sais pas, avec cette expérience que vous avez maintenant parce qu'il y a quand même des problèmes dans notre société et par rapport à l'éducation, par rapport... qu'est-ce qu'il faudrait améliorer en France, par exemple? Alors, moi, je pense, aujourd'hui, pour voyager, ça aide aussi à être humble et à relativiser. Et je crois qu'on a quand même la chance d'avoir le système qu'on a. Il est perfectible, il est modifiable. On le voit bien actuellement avec la crise qui est en train d'être traversée par les professionnels quant à ce qui concerne le fait de venir travailler dans ces métiers qui ne sont pas attractifs, etc. Mais en attendant, on a un système qui existe. Un système qui existe, qui fonctionne. Après, bien évidemment, qui demande d'être amélioré, parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où il n'y a pas ça. Et où les gens ne bénéficient pas de ça, déjà. La seule chose, peut-être que moi, aujourd'hui, j'inviterais en France, et je le dis parce que je suis avec l'URIOPS sur la parole de l'enfant, parole des parents, parole de l'enfant, c'est comment on permet aux enfants de participer au processus de réflexion et de décision au sein des établissements. Je crois que c'est important aujourd'hui de faire encore plus cette place-là. Je sais qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait depuis la loi du 2 janvier 2002 avec notamment la création des CVS, notamment. Mais je pense que c'est vraiment important de pouvoir impliquer dans les groupes, au niveau associatif, les personnes confiées. Alors, bien évidemment, en réfléchissant à adapter, parce qu'on peut pas, c'est pas le tout de vous dire que vous pouvez participer à la réflexion et à la décision. Encore faut-il apprendre ce que c'est de prendre une décision. Encore faut-il apprendre ce que c'est le sens de la responsabilité. Et c'est toute une pédagogie, bien évidemment, à mettre en place, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on apprend ça. Quand j'étais en ITEP, on avait créé un CVS. Donc le président était une des jeunes qui était accueillie, donc le quorum qui était représenté était composé de plus de jeunes que de professionnels, mais on a mis 1 an de travail. On avait emprunté un pupitre à la mairie, ils avaient fait leur discours pour être élus, etc. C'était vraiment, il y avait tout un décorum et il y a tout un accompagnement, voilà. Mais je pense que pour moi, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de pouvoir valoriser. Alors après, il y a différents moyens, possibilités, mais ouais, c'est important. Mais je trouve que c'est en train d'être fait parce que chez Carnot Melchior, par exemple, le fait, mais il y en a d'autres, l'IS Loufoque. Après, bon, il y a des gens, après, ça dépend, parfois les obédiences, ou en tout cas les courants ou les manières de le faire. En tout cas, et aussi que ceux qui ont pu être placés ou ceux qui ont pu être confiés se permettent un peu plus, s'autorisent un peu plus aussi à parler aussi, à dire ce qu'ils pensent de tout ça. Parce que je crois je me rappelle quand je suis rentré en école d'éducateur, je devais présenter un dossier autobiographique et on m'avait dit, écoute, ce dossier-là, je serais toi, je ne le présenterai pas, parce que c'est cru, la réalité est crue, mais je serais toi, je présenterais peut-être un autre dossier. Donc je l'avais appelé Barbie et Ken, parce que c'était vraiment une histoire complètement édulcorée d'une famille, voilà. Comme si on n'avait pas le droit d'assumer ce qu'on était encore. Mais je pense qu'il y a encore de ça. Il y a des gens qui ont pu être confiés, qui ont pu être placés, qui ont encore quelques difficultés à pouvoir s'affirmer. Et c'est pas une tare. C'est pas une tare d'avoir été placé. Et à partir de là, comme disait Cyrulnik, tu m'as donné de la boue, j'en ai fait de l'or. Mais comment... Alors ça c'est le principe, maintenant il faut trouver l'alchimie pour que la boue se transforme en or. Mais chacun de trouver son chemin. Mais en tout cas, voilà, moi je me sens beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là, parce que je pense qu'il y a quelques années, j'aurais pas été capable de le faire comme ça. Même si j'en avais envie, c'est un très beau cadeau que vous m'avez fait. Et je le prends comme un cadeau parce que j'ai vraiment de la chance de pouvoir le faire.
Là où je pensais que je ne le ferais jamais. Donc je m'étais dit peut-être un jour j'écrirai, ou des fois je raconte un peu à mes enfants. J'ai peur de... Je suis très attaché à la question de la mémoire. C'est quelque chose qui me travaille beaucoup, mais depuis très longtemps. Quand j'étais revenu au château d'Aïda et que j'avais vu qu'ils avaient changé les bâtiments, mais qu'ils avaient gardé certains murs, moi ça m'avait beaucoup marqué ça. Alors c'était très bête, hein, mais j'ai mis mes mains sur les murs. Et ça m'a tout de suite reconnecté. Alors, je suis pas Francis Lalanne, hein, j'entoure pas les arbres. Mais en tout cas, je veux dire, vous voyez, voilà, cette question de la mémoire, cette question comment on respecte la mémoire. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que si on ne crée pas de la mémoire collective, il n'y a plus rien qui fera sens commun. Et le travail que vous menez là, qui est un travail précieux, c'est un travail de mémoire et donc de sens commun. Et du coup, on se sent dans un collectif. En faisant le travail de mémoire sur les 100 ans, on s'aperçoit que cette grande maison a traversé le temps en gardant des valeurs. Oui, et c'est juste. Bien sûr, les enfants, il y avait une discipline beaucoup plus rigoureuse du temps de Madame Roussel, mais c'était l'époque. C'était l'époque. Mais enfin, il y avait un respect de l'enfant. Quand elle a reçu des enfants juifs, elle était catholique, elle a respecté leur religion. Il y avait un profond respect. Je crois que ça... on continue à porter cette valeur du respect, de l'empathie vers l'autre. Voilà. Ouais, l'altruisme. Oui, il y a toujours eu ça ici, hein, mais il y a toujours eu ces petits moments, même si il n'y avait pas les mots d'amour, il y avait toujours moi, j'ai connu des petits gestes qui ont perlé mon parcours comme ça dans cette maison. Et c'est juste, c'est tout à fait juste ça. Alors, de plus en plus, on externalise les services, mais finalement, on refait aussi des internats, parce qu'on s'aperçoit qu'on a certains enfants, on a beau les accompagner avec leurs parents à l'extérieur, il y a des moments, il faut quand même les retirer, les protéger, et donc, parce qu'à un moment, on disait qu'on allait tout externaliser. Oui, c'était à l'époque, oui. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a des moments où la séparation est utile. Mais bien évidemment, moi j'en suis un pur produit, par exemple. Bien évidemment que, attention, hein, j'ai toujours vécu le traumatisme de l'abandon et vous savez, cet attachement insécure, pour qu'il devienne sécure, il y a tout un chemin aussi. Mais en tout cas, oui, moi ça, je suis tout à fait d'accord. À partir du moment où ça peut permettre aujourd'hui de ce qu'on voit, j'en discutais avec Logan notamment, mais on voit que les choses sont encore plus à dimension humaine que moi j'ai pu les connaître dans les années 80, où on était encore dans du gros collectif, dans du collectif important. Là, on crée des unités plus petites avec tout ce qui est la question de l'intimité, tout ce qui est la question de comment la parole de l'enfant est prise en considération. Moi, je trouve qu'il y a des améliorations absolument incroyables à ce niveau-là. Incroyables. Les projets personnalisés, voilà. Alors après, c'est toujours pareil, c'est comment on utilise tous ces outils. Il y a l'acteur, il y a le système, c'est l'acteur qui fait le système. Et donc, à partir de là, encore faut-il qu'il agisse dans le bon sens. Mais en tout cas, c'est plutôt des bonnes choses. Et effectivement, il en faut. Bien évidemment qu'il faut qu'il y ait des enfants qui puissent rester chez eux, parce que peut-être que les arracher à ce lien, peut-être que... Bon, mais il y a aussi des enfants effectivement qui ont besoin de moi. En tout cas, moi j'avais besoin de m'éloigner. Je ne serais pas là aujourd'hui si c'était vraiment pas du tout. Je suis dans mon cercle familial, je suis un peu, encore une fois, un extraterrestre. Mais c'est parce que j'ai eu la chance, mais heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de ça. Sinon, je ne serais pas là, très honnêtement. Très honnêtement, je ne sais pas si ça se serait bien terminé, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, je ne serais pas là, c'est sûr. On est très touchés de vous recevoir et d'avoir votre témoignage. Moi aussi, et je pense que si c'est bien partagé comme ça, c'est gagnant-gagnant. Et oui. En tout cas, merci beaucoup. Moi, c'est moi qui vous remercie vraiment, Eric, vous, Logan. Vraiment, je suis très reconnaissant, vraiment. Et j'ai quitté Château d'Aïda, je l'ai quitté avec beaucoup de regrets, j'avais beaucoup de chagrin de partir d'ici. Et j'en ai eu encore d'autant plus que quand je suis parti du foyer des Rouillés, c'était pas terrible. Et je sais qu'il y a eu un article dans le journal à l'époque, M. Boudard, il m'en a d'ailleurs parlé en disant que c'était sévère, mais il y avait tout ça. Et le fait de pouvoir revenir de cette manière-là, ça rend les choses, ça les pense autrement. Pour moi, c'est la boucle est bouclée. Je veux dire que je pourrais, c'est quoi ? Je suis venu calme et orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles. Voilà. Donc, voilà.
Merci. Merci.